Moscou, il y a quelques semaines. Cela fait 1 an que Anna Politkovskaya est morte. J'ai l'impression étrange que son pays l'a peut-être oubliée. Dans les rues, partout, des affiches à la gloire de Vladimir Poutine, comme celle-ci. Le plan de Poutine, c'est la victoire de la Russie. Je me demande ce qu'Anna aurait pensé de ces affiches. Anna, journaliste russe, témoin de la tragédie de son pays et de la brutalité de la guerre en Tchétchénie. Anna, dont je me souviens sans cesse des mots quelques semaines avant sa mort. C'est terrifiant aujourd'hui en Russie. Tuer quelqu'un n'est rien. C'est devenu sans importance. Cela me fait peur. Dans mon pays, on tue, et puis on oublie. Ce jour-là, ils ne sont que quelques centaines venus pour elle, place Pouchkine. 300 à se souvenir. En sa mémoire, des amis, des proches, des collègues, mais surtout tous ceux pour qui elle écrivait, ces hommes et ces femmes qu'elle avait pu aider un jour. Des fleurs, des bougies, un moment de recueillement, vite interrompu par des policiers qui s'en prennent à un dessin d'enfant. Comme si le pouvoir avait encore peur de celle qui était la voix de la Russie et de ses souffrances. Tous ici ont en mémoire les mots de Vladimir Poutine, 3 jours après sa mort. Cette journaliste était effectivement très critique du pouvoir actuel en Russie. Mais les experts le savent aussi très bien. L'influence de son travail sur la vie politique russe était totalement insignifiante. La dernière fois que j'avais vu Anna, c'était à la rédaction de son journal 2 mois avant sa mort. Elle m'aidait à faire un reportage sur les soldats qui rentraient de Tchétchénie et que l'État russe laissait à la dérive. Nous avions parlé de la souffrance de ces jeunes appelés, mais aussi, comme à chacune de nos rencontres, de son pays, de son métier et de tous ces Russes qui lui écrivaient et lui demandaient de l'aide. Le problème principal de ce pays, c'est l'attitude de l'État face à l'individu, le citoyen. Je pense que notre pouvoir ne s'est pas débarrassé du syndrome stalinien, selon lequel l'homme n'est rien, que de la poussière sous les bottes de l'État. La vie humaine ne vaut rien. Et on devrait se résigner à cela. Je suis absolument contre une telle attitude de l'État. Et c'est pour cela que je lutte de toutes mes forces. J'écris sur les gens, sur les problèmes de ce pays. C'est mon but, écrire, ne pas arrêter d'écrire. Et dès que je le peux, parler. Aujourd'hui, je retrouve Novaya Gazeta, sans Anna. Des couloirs vides, et puis, dans son bureau, je revois ses 2 amies de toujours, Zoya et Galina, qui ont partagé ces rencontres pendant plus de 7 ans. Le couloir était rempli de gens qui venaient la voir. Ils venaient d'un peu partout en Russie. D'autres étaient assis ici, près de son bureau. Voilà, là c'est son bureau. Et les gens s'entassaient ici, là-bas. C'était incroyable. Elle défendait toujours les faibles, ceux qui n'avaient pas de droit, qui ne savaient pas où aller. Anna ressentait toute leur douleur, au plus profond d'elle-même. Sinon, elle n'aurait pas écrit ces articles. Elle n'aurait pas fait ces reportages. Soldats russes qui fuyaient une armée devenue criminelle. Mères de soldats ayant perdu trace de leur fils au combat ou dans un régiment. Familles tchétchènes cherchant un proche disparu dans une guerre sans fin. On ne peut pas se protéger de toute cette souffrance. Moi, je me dis juste que je suis devenue le témoin de ces événements.
Et je ne veux pas avoir honte devant mes petits-enfants le jour où ils me demanderont « Mais tu étais là, toi? Pourquoi as-tu laissé faire ?» Moi, je veux pouvoir répondre « J'ai lutté. » Au détour d'un couloir, je retrouve Dimitri Muratov, le rédacteur en chef d'Anna. Après sa mort, Dimitri a voulu tout arrêter, mais ses journalistes l'en ont dissuadé en mémoire de tous ceux qui ne sont plus là. 3 journalistes ont été assassinés en 4 ans à Novaya Gazeta. Anna ne s'arrêtait pas à la seule fonction journalistique d'informer. Elle se mêlait de la vie, totalement. Elle était dedans. Elle était le contraire des journalistes de salon. Avec Anna, tout commençait une fois l'article publié. Si pour la plupart, tout termine quand l'article est dans le journal, pour Anna, c'était le commencement, le début de la lutte pour la justice. La lutte pour la justice d'Anna. Anna, journaliste, mais aussi militante ou négociatrice, comme sur ces images lors de la prise d'otage du théâtre de la Dubrovka à Moscou. Ne perdons pas de temps. Si on a des jus de fruits, il faut y aller maintenant. Anna sauvera des dizaines de vies en apportant des vivres. Elle tentera d'instaurer le dialogue avec le commando tchétchène. En vain, elle ne pourra empêcher l'assaut sanglant des troupes russes. 2 ans plus tard, autre carnage, la prise d'otage dans une école de Beslan. Anna sera empêchée de s'y rendre, empoisonnée dans un avion alors qu'elle était en route. L'État voulait empêcher toute possibilité de négociation. Depuis, le poison était dans son corps, mais Anna s'est battue jusqu'à la fin pour qu'on n'oublie pas les enfants de Beslan. Je me sens coupable. Coupable de ne pas avoir pu arrêter cette guerre. Coupable qu'on ait laissé tout cela arriver. L'engagement d'Anna, c'est ici, dans une vieille ruelle de Moscou, que je vais en trouver l'origine. J'ai rendez-vous avec son mari, Alexander. Aujourd'hui, il réalise des documentaires sur la culture russe. Ancien journaliste d'investigation, il a dû renoncer à ses enquêtes face aux pressions du pouvoir. Il se souvient du jour où Anna s'est lancée dans sa lutte pour la justice. J'allais en reportage à travers le pays. J'allais dans les prisons. Et puis elle m'a accompagné. Des défenseurs des droits de l'homme lui ont donné des contacts, des numéros de téléphone. Et puis cela s'est enchaîné logiquement, comme une évidence. Elle est entrée de plein pied dans sa lutte, où l'homme et son destin étaient la valeur essentielle. Alexander Politkovski était un journaliste vedette des années 90. C'est lui qui a créé la première émission d'investigation de la télévision russe. Il tient à me montrer ses archives personnelles, ses reportages, lorsqu'il couvrait les derniers soubresauts de l'URSS. Avec ces documents, il veut me faire comprendre l'engagement de sa femme. Sur ces images exceptionnelles, je découvre un autre visage d'Anna. Elle a 25 ans. C'est une jeune maman qui attend Alexander à la maison avec Ilya et Nastia, les enfants. Anna, qui déjà se confronte aux dangers du métier et aux menaces de mort que reçoit son mari. У меня страха нет. Нет страха, потому что вот я привыкла уже, я уже с этой мыслью жилась. У меня нет страха. Le pire qu'on aurait pu faire à Anna, c'était de s'attaquer à ses enfants. C'était une maman inquiète. Quand il sortait, elle avait peur. Mais en même temps, on se disait, on ne peut pas vivre toujours dans la peur. C'est la naissance d'une vocation. Au fil des reportages d'Alexander, Anna s'engage peu à peu à sa suite dans cette volonté de témoigner des bouleversements de leur pays. Поверх ушанок у них каски зеленые, как войну.
Это тихий ужас. Вот эти, я предполагаю, поприличнее выглядят, а те вот такие. Зашугали народ, по-моему, вообще страшно сделано. Но, к сожалению, вот... Malheureusement, avec Anna, cela s'est terminé de manière tragique. L'ennemi en face était trop grand? Il était trop pervers. Et si cela continue comme cela, ce ne sera pas le dernier événement tragique en Russie, pas le dernier meurtre. Qui a tué Anna? Cette question me hante. J'ai en tête ces dernières images d'une caméra surveillant sur son palier, ces dernières images de vie. Et puis cette silhouette, celle du tueur, qui vient de l'abattre de 4 balles dans le corps. Ces images aussi lors de son enterrement des milliers de personnes venues se recueillir près de la tombe de celle qui symbolisait une autre idée de la Russie. Un an après sa mort, plusieurs pistes ont été suivies, celle d'officiers mis en cause par Anna et qui se seraient vengés, celle de groupes néo-nazis pour qui Anna était la femme à abattre, accusée de collaboration avec l'Occident. Et puis surtout, la piste qui remonterait jusqu'au président tchétchène, Ramzan Kadyrov, le protégé de Vladimir Poutine. Anna dénonçait régulièrement ces méthodes brutales et avait rassemblé des preuves qui l'impliquaient dans plusieurs cas de torture et de meurtre. Le jour de l'anniversaire de Kadyrov, Anna avait donné cette interview. Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном, чтобы он сидел на скамье подсудимых. Кстати говоря, по 3 публикациям нашей газеты возбуждены уголовные дела по кадыровцам, и лично против Кадырова я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелей. Ce sont les derniers mots d'Anna. 4 jours plus tard, elle était assassinée. Depuis, son fils Ilya se bat aux côtés de Dimitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, pour connaître la vérité. Elle vous parlait des menaces qui pesaient sur elle? Oui, on en parlait. Mais maman était le genre de personne qu'on ne pouvait convaincre de s'arrêter à cause du danger. Elle considérait que c'était son devoir. On ne pouvait absolument rien faire. Elle disait quoi? Elle disait « je dois le faire ». Les gens viennent me voir, je dois les aider. Vous croyez qu'un jour vous saurez qui a tué votre mère? Oui, je l'espère. Oui. Mais en Russie, les meurtres de journalistes ont rarement été élucidés. L'ancien rédacteur en chef de Novaya Gazeta a été empoisonné et l'affaire a été classée. Vous n'avez pas peur que cela se reproduise? Oui, j'ai peur de cela. Mais j'ai surtout peur des pressions du pouvoir sur les gens en charge de l'enquête. Pour l'instant, ça va, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Les craintes d'Ilya se confirment le lendemain. Nous apprenons que l'enquête se rapproche du sommet du pouvoir, plus précisément du FSB, l'ancien KGB, les services secrets aux commandes en Russie. Je décide de me rendre à Écho de Moscou, la seule radio encore indépendante en Russie, le seul média qui suit sans relâche les développements de l'enquête. Dimitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, est l'invité du jour. Ici, ces dernières révélations inquiètent. Si des membres du FSB ont participé au meurtre, il est peu probable que l'on connaisse un jour le commanditaire. Nous avons très peur que des membres du FSB, les services de sécurité russes, essaient de faire échouer l'enquête, car ils sont eux-mêmes impliqués. Je vous assure, nous en avons la preuve. Des membres des services de sécurité russes ont aidé à organiser l'assassinat d'Anna. D'anciens officiers, mais aussi des officiers haut placés toujours en exercice. Ils ont loué leurs services à des milieux criminels. Ce sont eux qui ont aidé à organiser les filatures de Anna, la mise sur écoute de ses téléphones. Tout cela a été orchestré par des membres des services de sécurité du pays. C'est extrêmement grave. La parole libre de ceux qui résistent encore en Russie. Dimitri Muratov, les journalistes de Novaya Gazeta qui enquêtent sur le meurtre d'Anna, mais aussi les jeunes reporters d'Écho de Moscou. Tous sont régulièrement menacés de mort. Ce qui est terrible, c'est l'indifférence de la société russe. On a tué Anna et voilà. Les gens sont passés à autre chose. Moi, je lutte de toutes mes forces pour qu'on ne s'habitue pas au meurtre. L'oubli, l'habitude au meurtre si fréquent des journalistes russes, l'indifférence d'une société occupée à survivre. Les trottoirs de Moscou, la foule, je cherche un souvenir d'Anna, une trace.
Pourquoi vous pensez qu'on a tué Anna Politkovskaya? Je sais pas quoi vous dire. Et vous? J'ai pas entendu. Pourquoi vous pensez qu'on a tué Anna Politkovskaya? Je sais pas. Et pour vous, c'était qui? Je sais même pas qui c'est. Pourquoi on a tué Anna Politkovskaya? Qui ça? Anna Politkovskaya, la journaliste. Excusez-moi, je ne sais pas qui c'est. Pourquoi on a tué Anna? Parce qu'elle disait la vérité. Seulement pour cela. Mais chez nous, en Russie, on n'aime pas la vérité. Dans ce kiosque de la place Pouchkine, Natacha tente de maintenir en vie la mémoire d'Anna. Elle persiste à vouloir vendre Novaya Gazeta, seul journal encore indépendant en Russie. Les autres kiosques alentours ont renoncé. Vous savez, mon kiosque, il est sous surveillance. Parce que l'on vend des journaux d'opposition et des livres de journalistes indépendants, comme celui d'Anna. De plus en plus souvent, des hommes en costume viennent me dire « C'est quoi ces livres et ces journaux ?» Ils voient cela et ils disent « C'est quoi cette propagande ?» Novaya Gazeta, c'est de la propagande? Il faut croire. Dégagez d'ici. Plus vite que ça, sinon on va aller régler ça ailleurs. Allez, dégagez. Partez, je vous dis. Venez par ici, éloignez-vous. Un passant qui agresse une caméra parce qu'elle filme le journal de Anna. Natacha s'est habituée ces derniers temps aux menaces. Vous avez compris maintenant ce que c'est cet endroit? C'est devenu dangereux de vendre un journal. Comme vous le voyez, je dis toujours à mes employeurs que je devrais avoir une prime de risque. C'est terrible. Je me dis qu'en quelques mois à peine, ce pays a bien changé. Aujourd'hui, être résistant, c'est vendre un journal encore indépendant. Je repars sur les traces de la mémoire d'Anna. Je retrouve Andrei Mironov, un ami commun, souvent croisé en Tchétchénie. Andrei était un des compagnons de route d'Anna. Ancien dissident, Andrei a fait plusieurs années de goulag. Aujourd'hui, il travaille pour Mémorial, une association qui répertorie tous les crimes commis en Tchétchénie. La dernière fois que l'on s'est vu, une vingtaine de jours avant sa mort, elle m'a dit qu'elle se préparait à mourir. Elle m'a dit qu'elle était même étonnée d'être encore en vie. Et ce n'était pas une confidence, mais plutôt la conversation d'un soldat qui va à la guerre et qui voit les morts autour de lui et se prépare à son tour à mourir. En fait, c'était comme à la guerre. Elle m'a dit c'est étrange. Ces derniers temps, les menaces se sont arrêtées. En fait, aujourd'hui, je comprends. C'est parce qu'ils avaient décidé de passer à l'acte. Nous, en Russie, on dit que tant que tu es menacé, c'est que ton tour n'est pas encore venu. Ce pouvoir est totalitaire. Totalitaire depuis la racine. Quelqu'un comme Poutine ne peut tolérer la moindre brèche dans l'ordre qu'il a établi. La table devant lui doit être lisse, sans une fissure, polie. Poutine ne peut supporter la moindre petite tache. Et Anna Politkovskaya, elle gâchait le tableau. Et pour lui, c'était insupportable. Elle gênait la propagande, comme une fausse note dans la musique de Poutine. Andrei m'emmène à Nijni Novgorod, à 400 km de Moscou. Des nouvelles inquiétantes lui sont parvenues. Il y a quelques jours, il y a eu une descente de la police dans les locaux de l'édition régionale de Novaya Gazeta. Tous les ordinateurs ont été confisqués. Le journal ne peut plus paraître. Depuis la mort d'Anna, le pouvoir a renforcé son contrôle sur les médias locaux. Andrei retrouve les journalistes de Novaya Gazeta, des amis de longue date d'Anna. Vous voyez, ils ont tout emmené. Les disques durs ont été confisqués, il ne reste plus que les fils et les écrans. Cynisme des autorités, la descente de police a eu lieu alors que le journal s'apprêtait à organiser une conférence pour la date anniversaire de la mort d'Anna. Pourquoi ils ont fait cette descente ici et maintenant? Parce qu'on est le seul journal de la région qui n'est pas censuré, avec des journalistes indépendants.
Mais pourquoi? Vous êtes une menace pour le pouvoir? Oui, ils ont peur. Pour eux, on est une menace. Je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais bien savoir en quoi on est si menaçant avec notre poignée de journalistes. En fait, le pouvoir ne supporte pas le moindre mouvement de contestation ou de voix différentes. Ils ont peur que les gens commencent à réfléchir, à s'unir. Des gens qui ne pensent pas comme tous ceux au Kremlin. Quelques jours après notre tournage, Oksana et Stas se feront arrêter pour avoir voulu organiser la conférence en mémoire d'Anna. Plus grave encore, alors que je quitte Nijni Novgorod, j'entends parler du retour d'une sombre pratique du temps de la Russie soviétique, l'enfermement psychiatrique pour les gêneurs. Je parviens à me procurer ces images. Elles ont été filmées le jour de la libération de Larissa Harrap. Larissa, que l'on voit sortir de la voiture, a été internée pendant près de 2 mois dans un hôpital psychiatrique à Mourmansk, au nord de la Russie. Son crime, elle avait dénoncé dans un journal local les conditions de traitement des patients dans ces mêmes hôpitaux. Vous voyez, elle est revenue, votre fille. Elle est en vie, c'est l'essentiel. C'était tellement dur, tellement dur. Piqûres, calmants, électrochocs, fin d'un cauchemar qui a duré 2 mois. Sous la pression internationale, les autorités ont fini par relâcher Larissa. Ils m'ont enfermée pour se venger de l'article que j'avais écrit sur les hôpitaux psychiatriques. Et parce que j'en ai parlé à la tribune pendant un meeting de l'opposition. Dans cet article, je dénonçais les enfermements abusifs dans les hôpitaux psychiatriques et le retour de l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Et voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont arrêté, m'ont pris mes papiers et m'ont dit « Tu es malade, on va te soigner, à notre manière ». Ils m'ont forcé à avaler des médicaments. Ce qu'ils m'ont donné m'a rendu malade. J'ai eu des vomissements, des malaises. Même les fascistes ne se comportaient pas comme ça pendant la guerre. Je suis allée la voir à l'hôpital. Elle m'a dit « Maman, regarde ce qu'ils m'ont fait. » Ses jambes étaient couvertes de bleu, de cicatrices. Dieu merci, elle est rentrée. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la faire sortir. Je suis tellement heureuse. Enfin, elle est à la maison. Cela faisait des mois que je ne dormais plus. Larissa n'est pas la seule. J'entends parler d'un autre cas d'enfermement d'un journaliste dans un hôpital psychiatrique. C'est Galia, l'amie d'Anna, qui m'a alertée. Nous partons pour Rybinsk, à 350 km de Moscou. 7 heures de route pour retrouver la trace d'Andrei Novikov, journaliste indépendant, enfermé depuis 10 mois. Devant un cas d'internement psychiatrique forcé d'une personne en bonne santé, je suis certaine qu'Anna serait tout de suite venue dans cette ville de Rybinsk pour enquêter et mettre fin à cet enfer. C'est une lettre du père d'Andrei Novikov qui a alerté Galia. Dans les années 90, Andrei était un célèbre éditorialiste à Moscou, et puis il est revenu dans sa ville natale, où il a continué à écrire. Des articles critiques contre le Kremlin et les autorités locales. Il dénonçait aussi les exactions des soldats russes de Rybinsk en Tchétchénie. Nous suivons Galia dans l'hôpital psychiatrique où est interné Andrei. Image volée d'une époque que l'on croyait révolue. C'est le jour de visite des familles. Nous parvenons à entrer. Ce sont les premières images d'Andrei Novikov, prisonnier politique de la Russie de Vladimir Poutine, ignoré de tous. Comment vous vous sentez? Cela fait tellement longtemps que je suis là, depuis le 14 février 2007. C'est terrible cet enfermement. C'est insupportable. Racontez-moi.
On est 15 par chambre. Ouais, je suis avec des détenus, des criminels. Ils vous humilient? Cela va un peu mieux maintenant, mais au début, pendant des mois, ils m'ont menacé, ils m'ont tabassé. J'en peux plus. Ils vous ont fait du mal? Oui, bien sûr, ils m'ont frappé, oui. Et les médecins m'ont dit que si je voulais un jour sortir d'ici, il fallait que j'arrête d'écrire. Ils me l'ont fait comprendre très clairement. Je crois qu'en Russie, aujourd'hui, les gens comme moi, les journalistes libres, soit on les tue, soit on les met en prison, soit on les enferme dans des hôpitaux psychiatriques. Des gens comme moi devraient être défendus par la communauté internationale, comme les dissidents à l'époque soviétique. Sinon, le pouvoir peut continuer à faire ce qu'il veut de nous, nous enfermer, nous briser, nous faire disparaître. Interné un journaliste pour ses idées, en Russie, en 2007. Violent retour du passé, l'internement politique avait été interdit par Gorbatchev pendant la perestroïka. Nous retrouvons l'adresse des parents d'Andrei qui vivent à quelques kilomètres de l'hôpital. Des parents désemparés qui, depuis 10 mois, tentent de faire sortir leur fils de son enfer. Le père, un ancien militaire, découvre la réalité du système. Il tient à nous montrer l'expertise psychiatrique qu'il a reçue, justifiant l'internement forcé de son fils. L'attitude du patient montre qu'il a un comportement antisocial. La commission vient à la conclusion que l'état de trouble psychologique d'Andrei Novikov fait qu'il n'est pas en mesure de se rendre compte du danger que représente son comportement, ses idées et son regard sur le monde. La commission conclut qu'Andrei Novikov est un danger pour la société et doit être interné. Juste avant son internement, voilà Andrei. Dans son dossier médical, on lui reproche aussi ses sympathies pour l'opposition, ultime accusation justifiant la prison chimique. C'est son 2e séjour en psychiatrie forcée. La première fois qu'ils l'ont enfermé, c'était horrible. Ils lui ont brûlé sa barbe. Ils ne le laissaient pas dormir. Ils ont même essayé de le violer. Et quand il est revenu à la maison, ils l'avaient tellement drogué de médicaments qu'il était méconnaissable. Il marchait comme un zombie, un vrai robot. Il arrivait à peine à parler. Il me disait « Ils m'ont donné tellement de médicaments que cela me sortait par les oreilles. » Voilà ce qu'ils lui ont fait subir dans cet endroit. Pourquoi vous pensez que le pouvoir veut enfermer votre fils? Pour être tranquille, avant les élections, pour que tout reste en ordre. Andrei m'a raconté que régulièrement, des hommes du FSB viennent dans l'hôpital. Ils lui ont dit qu'il était un sympathisant des terroristes tchétchènes. Andrei leur a répondu « Je suis journaliste. La seule chose que j'ai faite, c'est écrire. Je n'ai rien fait d'autre. » Les hommes du FSB font pression sur les médecins pour qu'ils ne le relâchent pas. Oui, ils ont rassemblé des documents, des tas de documents contre lui. Et je crois que leur but, c'est de le garder enfermé à vie. Je veux porter un toast à Andrei. Il est en train de vivre quelque chose de très dur. Mais j'espère qu'il va surmonter cette épreuve. C'est très dur aussi, pour nous, ses parents, de le voir dans cet état. On aimerait qu'il revienne à la maison, et le plus vite possible. Я немножко, конечно, по-другому, наверное, уже перефразирую. А какая разница? Давайте. Важно, что... Solitude de parents confrontés à la violence du système. Solitude de Anna, qui sillonnait sans fin son pays pour raconter ses histoires d'hommes et de femmes qui tentent de résister. Cette Russie que l'on entend de moins en moins depuis qu'elle n'est plus là.